Sharon attracted violent men. Strangely, she had a way of making the violence seem like it was their idea. Her friend Janice was cut from the same mold. They even liked the same perfume. Arthur, who had been following them closely, was similarly disposed. The three of them had two things in common: violence and perfume. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast qui a vendu son âme au démon cinéma. Dans cet épisode, je reçois Amandine Lac, programmatrice pour la plateforme Fluid Frames, valorisant le cinéma de répertoire réalisé par des femmes et des personnes LGBTQIA+, à travers le monde. Si dans Bizarroïde, on rend grâce à celles et ceux qui restaurent et entretiennent le patrimoine cinématographique, je me suis particulièrement intéressé au projet à but non lucratif qu'a lancé Amandine en 2025 avec la complicité de Paul Miel. En allant chercher dans les angles morts du patrimoine, en mettant en lumière par un précieux travail éditorial des œuvres atypiques, oubliées, voire ostracisées, Fluid Frames nous rappelle que la richesse du 7e art provient de la diversité autant que de la singularité de ses artistes. Une fois de plus dans ce podcast, il sera question de vampires, de prédateurs étranges, de voyages dans les abîmes de l'esprit humain, mais cette fois-ci avec un éclairage queer et féministe. Bonsoir Amandine. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors, ça va être un épisode un peu particulier par rapport au format auquel on va s'intéresser, puisqu'on va parler d'un long métrage, on va parler d'un court métrage, et on va parler d'un segment d'une collection de courts métrages. Enfin, on va voir au fil de notre discussion comment qualifier les formes et les formats auxquels on va s'intéresser. On va commencer avec Aniab, qui est un film égyptien. Merci d'avoir sélectionné un film qui vient du continent africain. Je crois que c'est la première fois dans Bizarroïde. Donc c'est un film égyptien sorti en 1981 et réalisé par Mohamed Chebel. Je sais pas exactement comment ça se prononce. D'instinct, je le prononcerai comme ça. Je prononcerai comme ça aussi et je suis navrée. Je pense qu'on va pas avoir les bonnes prononciations peut-être au fur et à mesure de la soirée sur les noms arabes. Donc voilà, désolée pour ça, mais en tout cas, je suis d'accord avec ta prononciation. Voilà, on essaie d'y mettre de la bonne volonté. Veuillez nous excuser, c'est pas par manque de respect. Mais là, c'est vraiment un film très très particulier. Moi, je n'en avais absolument pas entendu parler quand tu me l'as proposé. Je vois quand même qu'il a un titre international, hein, Fangs, Crow. Donc il a peut-être une petite réputation à l'international, mais à mon avis, c'est quand même quelque chose d'assez underground, d'assez happy few, on va dire. Est-ce que tu arriverais à nous faire un pitch de Aniab ? Alors, on va essayer. Alors, en fait, c'est l'histoire d'Ali et Mona, donc un couple d'Égyptiens plutôt classe moyenne, un peu aisés, qui se retrouvent un soir avec un pneu crevé en pleine tempête, au milieu de nulle part, et malheureusement, ils sont contraints d'aller vers la seule habitation dans les alentours, qui est un manoir habité par le comte Dracula lui-même, qui est un vampire assoiffé non pas de sang, mais d'argent. Je pense que c'est un film qui va peut-être évoquer auprès des auditeurs et des auditrices quelque chose, parce que c'est le pitch en fait d'un film très connu et très culte qui est le Rocky Horror Picture Show. C'est une sorte, alors je sais pas si on peut qualifier ça de remake, d'adaptation, de relecture, mais en tout cas c'est un film qui est très imprégné et qui assume totalement son lien de parenté, même si c'est pas du tout, on va dire, une relecture officielle qui a été approuvée du film donc culte des Camp d'O'Brien. Donc voilà, là on est vraiment sur un film égyptien avec un sous-texte queer assez évident, une sorte de comédie musicale disco avec des paillettes, du glam et une sorte de satire, ou en tout cas une critique assez vive du capitalisme et du contexte sociopolitique de l'époque en Égypte. Voilà. Voilà, rien que ça. Alors moi, en le lançant, je savais pas du tout que ça allait être une
un plagiat presque, hein. Je pense qu'il y a des questions autour des copyrights, hein, des droits d'auteur, à mon avis, Oui. dans le cinéma populaire égyptien comme dans d'autres cinémas d'exploitation des années 70-80, comme en Turquie, comme en Inde, où on n'est pas très regardant sur les ayants droit. On a même à un moment les musiques de, je sais plus, on a du Orange Mécanique, on a peut-être les Dents de la Mer, il me semble, Les à un Dents de la moment. Mer, La Panthère Rose et Non. James Bond. Et James Bond même carrément. Et je me Ouais, demande même voilà. si à différents moments dans la bande originale, on n'a pas aussi vraiment un plagiat ou en tout cas quelque chose qui se rapproche vraiment des musiques de James Bernard pour les Dracula de la Hammer, Hmm. qui en tout cas émule vraiment ce style-là. Donc moi en le lançant, je savais pas que j'allais avoir affaire à une espèce de Rocky Horror Picture Show revisité façon Égypte avec quelques années de différence. Je crois que Rocky Horror Picture Show c'est 75, donc on est 6 ans après. On est dans quelque chose effectivement qui est un petit peu plus disco comme tu l'as dit, là où on était sur quelque chose d'un peu plus glam rock, milieu 70 dans Rocky Horror Picture Show. Ça m'a fait un effet très étrange en voyant d'abord cette bouche à l'écran, tu sais, on a cette bouche Hmm. maquillée. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va être juste un hommage? Est-ce que, voilà, le réalisateur a vu Rocky Horror Picture Show quelques semaines avant de lancer son film, il se dit, tiens, je vais emprunter ce motif-là, ce truc très iconique, un peu comme un chœur antique qui va t'annoncer le récit au début du film, en introduction du film. Puis ensuite, on a le professeur qui lui aussi va faire la narration, va faire un peu le commentaire sur la mythologie vampirique. Et là, je me dis, ah, mais là aussi, c'est aussi emprunté au Rocky Horror Picture Show. Et puis ensuite, le couple qui se perd sur une route et qui tape à la porte de ce château. La fête dans ce château, bien évidemment. Alors, d'abord, le premier truc qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est que c'est quand même un peu moins calibré quand même que Rocky Horror Picture Show. C'est-à-dire que la première scène de danse, tu sais, il est devant sa fenêtre, il vient la chercher en voiture, et t'as déjà des gens qui dansent. On n'est pas encore dans le contexte horrifico, comique, burlesque du film. On est censé être dans la réalité quotidienne des personnages, mais il y a déjà des danseurs, un peu comme dans le cinéma indien. Voilà, il y a un espèce de numéro de danse qui accompagne la scène. Et quand on regarde de près, on voit que les danseurs sont pas vraiment très experts. Dans les lignes du fond, on voit quand même des gestes un peu hésitants. Bon, je me dis, ok, c'est un film qui est un peu bricolé, un peu comme ça, de bric et de broc, par un réalisateur qui avait cette envie de faire ce cinéma-là. Et je pense qu'il a un peu pris les personnes qu'il avait sous la main pour faire le film. Mais ça a un charme aussi, hein, tu me diras. Voilà, on va entrer dans l'aspect queer des films qui nous intéressent. Il y a ce côté presque numéro de cabaret, semi-professionnel, voire amateur, qui rend hommage à une œuvre professionnelle, à un grand film, à un grand spectacle, à des images qui ont marqué les gens qui ont envie de se remettre à la place des acteurs, de se remettre à la place des danseurs, comme quand tu vas voir un numéro de cabaret, comme quand tu vas voir un numéro de drag queen, ou quand tu vas, tu sais, parfois à certaines séances spéciales du Rocky Horror Picture Show, justement, où le public doit mimer les scènes avec des accessoires, un journal, un parapluie, des accessoires de lingerie, voilà. Ces séances spéciales qui sont prétexte à un amusement collectif, où on essaie de transformer l'œuvre qu'on aime en expérience interactive, en fait. Il y a ce charme-là un peu du do-it-yourself, mais pas dans la culture punk, underground, qui est plutôt souvent associé à quelque chose d'occidental, à des New-Yorkais, à des Londoniens ou même à des Parisiens, à un groupe de branchés qui veulent se lancer dans un projet sans trop regarder les finances, sans trop regarder les moyens. Voilà, on le fait de toute façon pour s'amuser avant tout. Mais c'est plus un versant, ouais, queer, un versant crypto-queer, parce qu'on va le voir, c'est plus compliqué pour le film d'adopter clairement un aspect queer dans l'Égypte du début des années 80. Clairement. Pour moi, en fait, c'est un film. Alors, tu parlais, toi, de pastiche ou De plagiat, ouais. de plagiat. Alors, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un plagiat. En fait, alors, pour remettre un peu en contexte, moi, je suis tombée dessus un peu par hasard. Il y a eu une espèce de petite hype. Je crois que le film a ressurgi, je crois que c'était en 2017, dans un festival. Ça devait être le Fantastic Fest, je crois, aux États-Unis. Il y avait eu une séance de ce film-là. Et en fait, le film est un peu ressurgi comme ça aux États-Unis, dans quelques petits festivals, et notamment des festivals soit de films fantastiques, soit des films queer. Et jusqu'à présent, j'arrive pas à trouver s'il y avait déjà des projections, en tout cas en Occident auparavant. Mais c'est un film en tout cas qui est revenu un peu sur le devant de la scène, même si ça reste quand même quelque chose d'extrêmement confidentiel. Il n'y a pas vraiment en fait d'informations sur le contexte de production ni quoi que ce soit. C'est très compliqué de trouver quoi que ce soit là-dessus. Déjà parce que, alors je pense que ce qui est hyper intéressant pour un peu recontextualiser du pourquoi est-ce que d'un coup on se retrouve avec la musique de la Panthère Rose ou d'Orange Mécanique ou ce genre de choses. Alors tu le disais effectivement, il y a pas mal de pays, notamment l'Égypte. Il y a un petit souci de copyright, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que ça va peut-être un peu plus loin dans ce contexte-là parce que Mohamed Chebel, faut savoir que son père travaillait, alors c'est dans une ambassade, je sais pas exactement ce qu'il faisait, mais il travaillait dans une ambassade et il a pris son fils avec dans plusieurs de ses voyages, notamment aux États-Unis où
Mohamed Chebel a étudié. Et il a étudié le cinéma dans une école américaine, donc une école new-yorkaise qui est la New York Film Academy, je crois. Et en fait, à son retour au Caire, il a beaucoup contribué à rendre populaire en fait la culture américaine et la culture anglaise. C'était un immense fan des Beatles, c'était un grand fan aussi de tout ce qui était rock and roll et de cinéma d'horreur. Et donc moi je pense, c'est une théorie, hein, malheureusement il y a très très peu d'écrits sur le sujet, ou en tout cas c'est assez peu accessible, mais il semblerait en tout cas que ces musiques qu'on retrouve dans le film, qui semblent sortir d'absolument nulle part, et d'autant plus quand on a un œil très occidental, je pense que c'est aussi une manière d'insuffler en fait des influences qui sont très américaines dans un cinéma qui est égyptien. À ce moment-là aussi, il faut savoir que c'était une époque, alors je suis pas spécialiste hein, du contexte sociopolitique, notamment en Égypte et encore moins dans les années 80, mais il faut savoir que c'était une période charnière, notamment à la fin des années 70 et 80, où l'Égypte a connu en fait une ouverture de son marché économique, et notamment vers l'Occident et vers les États-Unis. Donc en fait, il y a eu un peu un espèce de libre-échange, ou en tout cas la culture américaine et anglaise a commencé à influencer progressivement le pays, et il y a eu aussi l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui était beaucoup plus aisée, qu'on voit et qui est, je pense, à mon avis, très critiquée dans le film, parce que c'est un film qui est vraiment très critique à l'égard des classes sociales, et notamment des classes sociales très aisées, qui sont représentées en fait littéralement comme des vampires qui arnaquent tout le monde. Il y a une séquence qui dure, je crois, à peu près 40 minutes, où c'est juste en fait des espèces de sketchs comme ça qui se suivent, où en fait le vampire incarne un commerçant, un chauffeur de taxi, un médecin, et en fait à chaque fois la chute c'est que il arnaque tout le monde quoi, et notamment les classes les plus précaires. Il va les saigner sans se Ouais, il va les contrôler. saigner littéralement. Donc en fait, c'est un film qui est un peu complexe à comprendre, ou en tout cas à comprendre sa position, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'interview. On n'a pas en fait les ambitions aussi de Mohamed Chebel et derrière son film. Donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment soit des écrits et soit une thèse aussi dont je tire pas mal de mes idées, et je vous invite vraiment vraiment à la lire. C'est la thèse de Hazem Fahmy en fait qui a fait une thèse notamment sur Hannibal et le point de vue occidental qu'on peut avoir sur le film. La personne en tout cas est égyptienne, donc forcément on a un regard qui est plus précis et plus nuancé sur ce qu'on peut voir du film nous. Et donc là pour moi en fait dire que c'est en tout cas un plagiat, c'est presque négatif en fait. Et je Mhm. pense que vraiment les ambitions de Mohamed Chebel, je pense qu'il est très conscient vraiment de ce qu'il fait et du lien qu'il a avec le Rocky Horror Picture Show. Bon déjà la séquence d'ouverture qui est clairement la même, mais surtout on voit à un moment donné, je crois il y a un des personnages qui porte un t-shirt littéralement Rocky Horror Picture Show. Enfin, le film joue avec une espèce d'intertextualité qui est très consciente de l'héritage en fait du grand frère américain. De Et la c'est pop culture en général, en fait. C'est ça. voilà, un soufflet de la pop culture dans la culture égyptienne, la pop culture mondiale, en fait, plus que anglo-saxonne, parce que les anglo-saxons dominaient à ce moment-là. C'est encore un peu le cas aujourd'hui, un peu moins, ils sont plus fragilisés, mais ils dominaient ce qu'on appellerait une sorte de pop culture qui va de James Bond aux comédies musicales, en passant par le cartoon et en passant par la musique pop, bien sûr. Ouais, et puis c'est vrai que le film, on se demande aussi s'il est pas un peu critique de ça, parce que, enfin, le Rocky Horror Picture Show, c'est quand même un film qui est très satirique des classes dominantes. Et ici, du coup, forcément, il est des classes. Donc là, c'est plutôt un contexte de lutte des classes. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une parodie de cette culture américaine qui serait un peu jetée là comme ça en pâture, de manière un peu aléatoire? Il y a même un moment où un des personnages, le narrateur, raconte en fait toute l'histoire de ce qu'est Dracula. Faut aussi pas oublier que tout ce qui est série B et notamment les films d'horreur en Égypte, c'est pas très commun, c'est même pas populaire du tout, et donc en fait, il y a pas d'héritage horrifique en Égypte. Mhm. Il est un peu obligé de reprendre une figure qui est hyper populaire comme le vampire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'héritage en fait cinématographique et horrifique dans la culture égyptienne. Donc en fait, le film a été un peu un flop parce que quand il est sorti, alors de ce que j'en sais, parce qu'encore une fois, les infos sont hyper rares et c'est très compliqué d'avoir accès à quoi que ce soit. Il semblerait que ouais, la critique occidentale n'a rien compris et la critique égyptienne n'a rien compris. Donc c'est un peu un film qui est dans un espèce d'entre-deux. On sait pas bien si c'est une parodie, parce que le film est quand même vraiment très camp dans le sens où il est extravagant, et comme tu le disais, il y a des trucs parfois qui marchent pas, et est-ce que c'est fait exprès ou pas? On sait pas trop, parce qu'à la fin, à un moment donné, on voit les personnages en train de partir après avoir résolu enfin voilà, l'intrigue, on les voit partir et puis on voit l'orchestre les suivre, et on se dit est-ce que le film est pas aussi conscient d'être un film pas bien et d'être une adaptation? Enfin, je pense que le film a vraiment un côté méta très assumé. Maintenant, est-ce que tout est parfait? Absolument pas. Je trouve que c'est un film effectivement que je trouve charmant. Moi, je l'ai découvert l'été dernier et j'ai pris énormément de plaisir à l'avoir vu. Déjà, c'est assez rare de voir des films de genre égyptien. Alors, des films de genre égyptien avec un
sous-texte queer quand même assez assumé quand on connaît le lien avec le film d'origine. Bon, la censure, clairement, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que tous les éléments, on va dire, sexuels qu'on retrouve dans le film d'origine, si je peux dire, ne sont pas du tout présents ici, notamment en raison de la censure. Mais il Pour faut moi, lire ça... entre les lignes. Ouais, voilà, clairement, sachant qu'en plus de ça, la figure du vampire, c'est quand même une figure qui est, dans son histoire, une figure qui est quand même très queer en elle-même. Ouais, homo-érotique, ouais. Voilà. Et puis on a au début du film une question autour de la couleur rose aussi. Est-ce que vous voyez la couleur rose? Je sais pas si tu te rappelles, le professeur dit ça. Tu te demandes ce que ça veut dire. Bon, je pense qu'il y a la symbolique du rose queer, du rose homosexuel, je pense. Tu vois, donc ça passe par des choses un petit peu cryptées, mais bien évidemment, entre le côté justement camp, entre le côté très queer de l'œuvre originale dont il s'est servi et quelques messages à droite à gauche, on peut comprendre une forme de sensualité, on va dire, qui peut être dans la façon dont se comporte le vampire et ses danseurs et sa cour autour de lui, on va dire. On peut comprendre qu'il faut pas simplement voir le vampire comme un prédateur qui va s'en prendre à la femme du couple, mais que derrière, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus ambigu, d'un peu plus sous-jacent, que nous, on arrive à voir parce qu'on connaît bien évidemment le Rocky Horror Picture Show. Pour le public égyptien, je pense que ça devait être compliqué début 80 de voir ces messages-là, et je pense que c'est aussi ça qui fait l'incompréhension du film, c'est que déjà, pour certains, ça leur passe au-dessus aujourd'hui en 2026. Alors, dans l'Égypte de 1980, je pense que c'était quand même compliqué. Ouais, complètement. Et puis en plus, il a un bagage assez occidental. Enfin, en tout cas, il a des références très occidentales. Donc, il arrive avec un film d'horreur crypto-queer avec des références américaines. Je pense que ça peut larguer tout le monde. Après, le problème, c'est que voilà, on sait pas trop comment le film a été reçu. Je crois qu'il y a quelques critiques qui en parlent, mais c'est vrai, pareil, comme tu dis, a posteriori, et avec un regard peut-être un peu renouvelé sur la question. Mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport au fait que l'Égypte a pas vraiment un patrimoine horrifique, gothique, classique, comme on a en France, en Europe. Parce que moi, ce qui m'a surpris dans le film, alors, il change de forme à plusieurs moments dans le film. C'est-à-dire que quand je disais un plagiat, en fait, bah, d'une certaine façon, il va contrecarrer ça. L'impression que je vais avoir de me dire, ah oh là, ok, c'est un plagiat de Rocky Horror Picture Show. Bah non, parce que le film va dévier de ça à un moment, comme tu le dis, il y a toute une séquence de sketch qui coupe le film au milieu. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? On sort complètement du récit, on part vers autre chose. Donc il se défait de ça. Comme tu le dis en plus, ces thématiques sont pas exactement les mêmes que celles de Rocky Horror Picture Show. Le contexte social est pas le même. C'est-à-dire que le canevas du récit, le schéma narratif est à peu près le même, mais pour servir d'autres thématiques et pour servir d'autres impressions en fait. Donc c'est déjà ça qui est intéressant. Et puis esthétiquement, on n'est pas exactement, comme je le disais, dans le Rocky Horror Picture Show, on a quelque chose d'un peu plus disco. On n'a pas les mêmes partitions musicales. C'est-à-dire que certes, il va piquer des morceaux, quelques notes de la Panthère Rose, de James Bond ou quoi. Par contre, c'est pas les mêmes chansons que celles de Richard O'Brien. Hein. Il fait sa propre musique dans un style assez différent en fait. Finalement, donc voilà, il va désamorcer l'impression que t'as de quelque chose qui part sur les rails de Rocky Horror Picture Show jusqu'à la fin. Il va y avoir toutes ces séquences de sketch au milieu du film. Et quand on reprend dans la deuxième partie le récit, quand on revient dans le château après ces sketchs, je trouve que c'est bizarre parce que on se retrouve presque avec des enjeux, avec un rythme, une dynamique de films de série B, de films d'horreur classiques en fait. Il va s'agir de tuer le vampire, de se débarrasser du vampire, de s'échapper du château, et presque on oublie le côté un peu plus fantaisiste, on va dire, et musical du matériau source qui est Rocky Horror Picture Show et qui est présent dans la première partie. Dans la fin du film, je me dis mais en fait, oui, j'ai l'impression de voir un film d'horreur classique. Alors peut-être que justement, Mohamed Chebel voulait présenter aussi ce cinéma-là sans l'apport queer de Rocky Horror Picture Show. Il avait aussi peut-être envie réellement de faire un film de vampire premier degré, j'ai envie de dire, by the book. Je trouve que ça se ressent dans la deuxième partie. Il veut aussi apporter au public, avant de leur apporter une version retravaillée, modernisée du vampire et du récit gothique, bah, il veut d'abord leur apporter la version classique, la version canon de ce genre de récit, même si, comme tu dis, il y a l'orchestre, quelques teintes d'humour. J'avais vraiment l'impression de voir une série B qui émule les films de la Hammer, qui même reprenait les films de la Universal, et comme on a eu des films espagnols avec Paul Naschy, où on avait Dracula, on avait Frankenstein, on a eu bien évidemment du cinéma italien, des films allemands, Le Vampire et le Sang des Vierges, des films comme ça. Je me dis, tiens, c'est une version de plus venue d'un autre pays de cette formule de récit gothique, de vampires, de films d'horreur, d'exploitation, qui se prend pas plus la tête que ça, quoi, tu vois. Ouais, clairement. Et puis c'est vrai que, enfin, de manière même générale, j'ai pas forcément d'exemple, en tout cas de cette époque-là, de films d'horreur, de films de vampires égyptiens. Alors c'est un cinéma que je connais malheureusement très mal. Et de toute façon, Mohamed Chebel, ça c'était son premier long métrage. Il avait déjà fait un film en sortant d'école, mais c'est son premier long métrage et il a continué vraiment dans l'horreur pendant 4 films. Donc il a fait 4 films uniquement de série B d'horreur. On sait pas si ça a pris. En fait, il a tenté d'amener le genre en Égypte et je connais vraiment assez mal et je voudrais pas m'avancer
aventurée là-dedans, mais j'ai pas d'autres exemples en fait de cinéastes, parce qu'en plus de ça, on était à une époque où ce qui prédominait, c'était vraiment le cinéma social, c'était quelque chose de beaucoup plus réaliste, et lui, il arrive avec un truc qui est vraiment aux antipodes de ce qui se faisait, en tout cas de ce qui était très populaire à l'époque. J'ai pas forcément d'autres exemples, ou alors malheureusement, je pense que ça nous est pas parvenu, ce qui est un peu dommage. Mais ça m'a fait penser à un autre film très atypique qui est un film pakistanais, qui est Dracula au Pakistan, qui est un film qu'on a beaucoup fantasmé. On a cru que c'était une légende urbaine, il y a eu un Mm. film tourné au Pakistan, un Dracula tourné au Pakistan. Et c'est un film aussi qui ressurgit dans les années 2000 ou 2010. C'est un film de 67 ou 68, il me semble. Et on a Mm. dû attendre presque 40 ans pour le voir. Ah oui, effectivement, au Pakistan, ils ont vraiment fait leur version de Dracula, qui est vraiment un décalque, vraiment scène par scène, du cauchemar de Dracula de la Hammer. Mm. Lance Fisher. Mais avec 10 ans de retard, quoi, 10 ans de décalage. C'est assez étrange parce que Le Cauchemar de Dracula, c'était un film en couleur. Le Dracula au Pakistan est un film en noir et blanc. Et bien évidemment, toute la charge sexuelle du Dracula de la Hammer, qui était assez choquante pour le public de l'époque, hein, faut se remettre dans le contexte pour les Anglais, la fin des années 50, c'était assez chaud. Là, forcément, c'est atténué parce qu'on est au Pakistan, on est sur un pays qui est assez conservateur, musulman. À mon avis, le réalisateur a eu à peu près les mêmes problématiques que Mohamed Chebel, à mon avis, en encore plus prononcé parce que je pense que le Pakistan des années 60, voilà, ça devait être vraiment très compliqué de faire un film d'horreur. Il n'y a pas beaucoup de films d'horreur pakistanais qui sont répertoriés. Et donc ça m'a fait un peu penser à ça parce que là aussi c'était très sincère la démarche de ce Dracula au Pakistan. Bon, c'était une tentative aussi commerciale de voir si ça peut prendre de faire un Dracula dans ce contexte-là, mais il y avait aussi cette démarche sincère de vraiment vouloir importer et vouloir refaire du cinéma fantastique, de faire de l'horreur et qui, se raccroche à la figure de Dracula. Comme tu disais, Mohamed Chebel, il est au début de sa carrière et il a besoin de s'adosser à une figure tutélaire du fantastique pour être sûr de réussir son coup et il prend Dracula. Et c'est un peu pareil au Pakistan, voilà. Alors Dracula sans croix catholique, hein, du coup, hein, il faut adapter certains motifs. Je crois que aussi pour des questions de budget, ça se passe pas au 19e siècle, ça se passe à une époque moderne, le Dracula au Pakistan. Donc la poursuite en calèche à la fin du film de la Hammer, c'est devenu une poursuite en voiture des années 60, tu vois. Ça m'a donné un peu la même impression en voyant la dernière partie de Hannibal. Il veut vraiment faire un film d'horreur qui nous paraît, oui, un peu bateau. Aujourd'hui, en 2026, ça nous paraît une fin un peu bateau, mais pour lui, c'était quelque chose d'important et c'était quelque chose, finalement, de pas beaucoup vu en Égypte à ce moment-là, de relativement inédit. Puis en plus, il y a le décalage parce que, comme tu disais, on est dans un contexte social différent pour l'Égypte en début des années 80 et dans le cinéma occidental, l'horreur début 80, c'est surtout le slasher. Et finalement, cette formule avec un vampire dans son château, c'est déjà une formule qui est plus trop utilisée dans le cinéma d'exploitation qu'on connaissait venu des États-Unis ou qu'on avait même encore en Europe. Au début des années 80, on était sur autre chose. Je l'ai pas vu, le Dracula pakistanais, même si j'en ai déjà beaucoup entendu parler et j'ai très envie de le voir, notamment après ce que t'en as dit. Mais je pense que, à mon avis, il y a beaucoup de films de genre dans beaucoup d'autres pays dont le cinéma est moins diffusé, moins conservé. Et peut-être qu'un jour, on aura encore d'autres surprises du genre, en tout cas j'espère. Mais c'est vrai que, notamment dans le cas d'Agnab, pour l'anecdote, moi je rêve vraiment de faire une projection du film en salle. Alors est-ce que ça marchera ou pas? J'en ai aucune idée parce que personne ne connaît ce film. Mais ce qui m'a un peu interpellée, c'est que déjà c'était extrêmement difficile de remonter la source du distributeur parce qu'il en a un, qu'il l'a planqué dans son catalogue. Et puis, enfin, les droits de projection sont démesurément élevés pour une qualité malheureusement qui est pas du tout à la hauteur. Et puis même ce film, en fait, je sais pas si un jour il pourra être édité ni quoi que ce soit parce que juste en raison des copyrights et des droits musicaux, bon, il y a quand même un petit travail à faire là-dessus. Donc malheureusement, c'est un film qui est voué, je pense, à rester très confidentiel. Mais voilà, ça reste quand même enfin, moi je trouve que c'est vraiment une anomalie. C'est vraiment un film qui est très étrange. Moi, je le trouve aussi très très fun. Alors, très fun, moi je mettrais une nuance là-dessus, et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant. On voit qu'il y a quand même une personnalité derrière, et je serais curieux d'ailleurs peut-être d'essayer de rattraper ces autres films suivants dans le cinéma d'horreur, parce que on part d'une comédie, puisque Rocky Horror Picture Show était une comédie, et on a régulièrement l'impression effectivement que on a affaire à une comédie, il est là pour à intervalles réguliers nous rassurer, c'est bien une comédie, il y a des gags, mais il y a une impression un peu étrange quand même, parce que je trouve que il y a aussi une certaine tristesse dans le film, il y a aussi une certaine mélancolie dans le film. Certes, par exemple, l'acteur qui joue le Dracula est truculent, mais les autres, la plupart des autres acteurs autour de lui, le jeune couple, les danseurs, quand la caméra s'attarde sur le regard d'un danseur, il y a une espèce de tristesse dans leur regard. Il n'y a pas du tout quelque chose, tu vois, d'une comédie potache, poussée, où tu dois faire des grimaces, où tu dois exprimer vraiment qu'on est dans quelque chose de léger, de détendant. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans ces créatures qui errent dans ce château, oui, une sorte de tristesse qui plane à certains moments dans le film, et donc ça donne une impression beaucoup plus douce amère, beaucoup plus étrange que vraiment de la comédie
haute en couleurs. Je pense à un travelling en focale très courte. La foule déplace le couple et après Mm. les déshabiller, tu sais. Et t'as cette espèce de focale un peu inquiétante. Donc ça donne des impressions assez étranges. Et je me dis, oui, il y a aussi derrière un réalisateur qui tente des choses, pas simplement dans de la comédie et dans quelque chose de commercial, mais dans un état d'esprit, dans un état d'âme un petit peu plus contrasté, quoi. Ouais, c'est un film qui est très protéiforme et qui, voilà, prend des virages vraiment dans son genre, va assumer totalement le film de vampire et en même temps va faire de la comédie. Mais je suis d'accord, c'est vraiment un film qui est assez difficile en fait à saisir pleinement parce que il est plein de choses à la fois. Why? Why? A morning glory at dusk is all curled. Some things bloom only for one day and then refuse to show their flowers. I can tell everything too. Furrowed brows may mean that people are worried for you and scared of you. My mother would have dinner with me. I would go to visit her at her house in the suburbs. She would eat vegetarian I for should me. have faith in a nice, kindly voice. I put drawings up that children had made. On passe à Five Years Diary de Anne-Charlotte Robertson, plus précisément le segment numéro 22 titré A Short Affair et Going Crazy, qui est daté de 82. Je crois que tu as les dates exactes du tournage Tout de à cette fait. séquence. Ouais, tout à fait. C'est entre le 23 août et le 1er septembre 82. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces dates aussi précises? C'est parce que c'est un projet qui est quand même très particulier. On va dire que ça se décompose comme une série de 82-83 bobines. Donc les reels, c'est les bobines. Donc là, on est face à la bobine 22. En fait, Anne-Charlotte Robertson, elle a capturé pendant près de 16 ans sa vie, son quotidien, en fait, à travers une caméra Super 8 qui prend l'aspect d'un journal filmé qui est absolument monstrueux et qui s'appelle donc le Five Year Diary et dans lequel elle va vraiment filmer son quotidien parce que le projet initial part d'une dépression sévère de laquelle elle est atteinte et aussi parce que c'était une manière pour elle de se documenter et de suivre l'évolution de son poids. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présentait. Donc en fait, le Reel 22, donc celui dont on va parler aujourd'hui, donc la bobine 22, elle compose en fait un amas de... Alors on pense que c'est 83 bobines. Les sources, elles sont un petit peu différentes entre 82 ou 86 bobines. On sait pas trop parce que je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard, mais la conservation autour de ces bobines était un petit peu compliquée. Et en fait, donc dans le Reel 2022, qui est mis en ligne à disposition gratuitement sur le site de la Harvard Film Archive qui détient les droits depuis le décès d'Anne-Charlotte Robertson. Elle va y filmer en fait son histoire d'amour avec un autre étudiant en cinéma, il me semble. Et en fait, au fur et à mesure, sa descente, on va dire, aux enfers ou en tout cas sa crise de panique. Et c'est un film qui est quand même très particulier parce que, alors il faut être très à l'aise avec l'anglais, parce que c'est un film en fait qui a deux pistes audio, une à gauche, une à droite, et en fait les deux pistes audio ne dialoguent pas ensemble. C'est vraiment le monologue intérieur, enfin monologue plutôt extérieur a priori, de la réalisatrice. Une version qui sera un petit peu plus, on va dire, rationnelle et l'autre qui sera beaucoup plus dans l'émotion. Et en fait, ces deux voix, elles vont vraiment raconter le dialogue interne de sa réalisatrice et notamment toutes les émotions très difficiles qu'elle est en train de traverser. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, j'ai jamais vu l'intégralité parce qu'il y a quand même 82 bobines, 83, de 27 minutes chacune. Donc voilà, je sais qu'il y a eu des marathons qui ont été faits du vivant d'Anne-Charlotte Robertson, mais c'est un film que, enfin moi personnellement, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est journal filmé. Je trouve que c'est des manières aussi, notamment pour les réalisatrices à l'époque, de se raconter, de raconter leur vision, de faire du cinéma aussi avec très très peu de moyens, parce que clairement c'était une caméra Super 8. Et c'est un cinéma qui est très familier, en tout cas elle est contemporaine, d'un cinéaste qui est un petit peu plus connu dans le journal filmé qui s'appelle Jonas Mekas, qui est aussi peut-être un peu niche, mais qui a fait beaucoup de journaux filmés, ou de Carol Schneemann aussi. Alors j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle-ci qui est accessible en ligne gratuitement, parce qu'après voilà, le reste est détenu encore par la Harvard Film Archive, mais je trouve que c'est un bel exemple en fait de ce qu'est son cinéma et vraiment de cette émotion qui traverse. C'est vraiment d'une authenticité, d'une vérité que je trouve vraiment désarmante. C'est rare d'avoir un témoignage aussi brut de la dépression, tout simplement. Ouais. Et d'ailleurs, je crois avoir lu qu'elle était probablement maniaco-dépressive, Anne-Charlotte Robertson, qu'elle était probablement bipolaire, comme on dit aujourd'hui, qu'elle avait une maladie mentale, pas simplement un épisode de dépression précis, focalisé sur
moment de fatigue ou un événement particulier dans sa vie. Et je trouve que ça s'entend en fait dans le projet. T'as vraiment l'impression de plonger dans un esprit qui est vraiment perturbé, qui est tout le temps contrebalancé entre deux humeurs. Comme tu l'as dit, voilà, il y a deux pistes audio. C'est un peu les deux cerveaux, les deux hémisphères, le droit, le gauche, le rationnel, l'émotionnel qui surréagit, l'autre qui peut-être réagit de manière un peu plus calme, mais au contraire justement après coup est peut-être démoralisé, découragé, fatigué. L'angoisse, la crise d'angoisse du moment, et après la perte d'énergie qui en réside. Donc c'est vrai que quand tu dis descente aux enfers, t'as l'impression que t'en sors pas parce que t'es soit dans un moment de surexcitation infernale, soit dans le contre-coup de ça, et c'est guère plus réjouissant. Il y a une apathie, une aboulie, enfin tu vois. En fait, les deux phénomènes sont condensés en seulement 24 minutes de film, donc ça donne vraiment quelque chose. Voilà, faut être prêt à rentrer dans cette espèce de grande lessiveuse, mais ça te raconte aussi un cerveau qui fonctionne de cette façon-là, qui est tout le temps brinque-ballé par ses émotions qui sont contraires, par ce choc thermique comme ça émotionnel constant. C'est ça qui est extrêmement bien rendu et qui donne ce côté très frénétique, et en même temps derrière voilà cette mélancolie qui affleure. En plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a certes les voix qui sont très bavardes, qui sont même cacophoniques, on peut le dire à certains moments, mais comme on est sur du Super 8, il n'y a pas de son capturé directement par la caméra, donc ça donne effectivement là aussi une impression un peu de torpeur. Donc il n'y a pas simplement la dualité, la contrariété entre les deux pistes audio, mais il y a aussi la contrariété entre l'audio et le visuel qui sont pas sur le même mode. C'est comme si là aussi t'avais un cerveau qui arrivait pas à bien mettre en phase ce qu'il entend, ce qui se passe dans sa tête et ce qu'il voit autour de lui. Ça coïncide pas forcément, ce qu'on entend et ce qu'on voit à l'écran. Elle peut parler à un moment d'une peine de cœur, du fait qu'elle arrive pas à être aimée, qu'elle a peur de ça. Et on a des images de New York, je pense que c'est New York. C'est Boston. C'est Boston, pardon. On a des images donc des rues de Boston, on a des images de son appartement. Au début, ça colle à peu près. Elle parle de sa relation amoureuse avec ce jeune homme et on a ce jeune homme dans le lit. Puis après, ça part vraiment dans tous les sens. Et c'est comme si on était vraiment plongé dans un condensé en fait de sa maladie. Ouais, c'est ça, c'est l'expérience la plus authentique et la plus littérale de ce qu'est la dépression, de ce qu'est l'anxiété. Moi, je trouve que le film est très beau dans la manière dont elle se saisit du cinéma et du documentaire, à la fois comme une forme de thérapie, parce que le film, clairement, c'était pour elle, pour se documenter elle-même. Elle l'a fait pendant 16 ans, ce qui paraît quand même assez démesuré. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même une forme de résistance, parce que malgré les épisodes de désespoir vraiment intenses, elle essaye de capturer la beauté. Ça va être la fleur qui est sur son balcon, ça va être les déchets dans sa poubelle. Il y a une sorte de résistance, et il y a une phrase qu'à un moment elle répète en boucle où elle dit: tout ce que mes yeux voient doivent aller dans la cassette. Et donc en fait la caméra c'est presque un organe, en fait, c'est le prolongement d'elle-même. C'est un journal intime, on est vraiment dans l'intimité de quelqu'un. Et elle avait aussi le projet en lui-même, en tout cas de son vivant, il y avait toute une dimension très intime qu'elle développait dans une autre forme, c'est-à-dire que alors il y a eu quelques marathons de films qui ont été projetés en entier, et notamment chez elle. Et l'idée c'était vraiment d'avoir ses carnets, ses livres, et en fait le spectateur pouvait se balader dans l'espace et consulter vraiment les éléments de sa vie personnelle. Donc là il y a deux voix, il lui est arrivé en fait de narrer encore une troisième voix en fait par-dessus en live en fonction de ce qu'elle voyait à l'écran et de ce qu'elle ressentait. Je trouve que au-delà vraiment du journal, c'est vraiment une plongée dans l'intimité de quelqu'un, et c'est devenu une performance artistique qui dépasse vraiment le médium cinématographique. Après, là où c'était aussi très compliqué en termes de préservation, c'est que elle avait pas d'argent, elle avait très peu de moyens, et le Super 8, c'était une manière assez accessible de faire du cinéma. Et donc en fait, les quelques fois où elle a fait des projections de ses films, alors parfois c'était quelques bobines, parfois c'était l'intégralité, en fait elle était obligée de le montrer sur le matériel d'origine, c'est-à-dire que la bobine en fait c'était l'original, il n'y avait pas de copie parce qu'elle avait pas l'argent de faire la copie. Donc en fait il y a des films qui ont été détériorés, il y a sûrement des films qui ont été perdus. C'est pour ça qu'il y a justement une espèce de flou entre le nombre de bobines qui a été réalisé. Parfois c'est 82, parfois c'est 86, et la Harvard Film Archive, eux, vont trancher sur 83, mais parce qu'apparemment il y aurait même quelques bobines qui auraient été censurées par Anne-Charlotte Robertson elle-même. Donc on sait pas ce qu'il y a dedans. Si ça se trouve, on saura jamais. Enfin, voilà, on la voit dans son intimité, on la voit en train de manger avec sa mère, on la voit en train de danser avec des amis. Alors on entend la radio par contre, on n'entend pas de bruit, mais on entend la radio, on entend quelques chansons. On entend les clashs. Les clashs, exactement. Rock à la de fin. Casbah. Oui, exactement, à la fin. Ouais. Et il y a d'autres musiques que j'ai pas identifiées, mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, le témoignage brut d'une époque, d'une personne, et notamment d'une femme qui a pu s'exprimer à travers un médium qui lui était accessible. Donc moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement précieux, qui est malheureusement assez méconnu en France. Je crois qu'il y a eu une expo où il y a eu une présentation de ces films à Pompidou, je crois. Ça devait être dans les années 2010, je sais plus exactement quand. Voilà, je pense que c'est une réalisatrice qui mériterait amplement d'être reconnue, parce que le journal film
filmée, ce qu'elle en fait et à quel point ça transcende en fait juste son expérience personnelle, ça devient vraiment quelque chose d'universel. En tout cas, sur ce que ça raconte de la maladie mentale. Ouais. Tu as vu Art of a Dog de Laurie Anderson, Non, pas du tout. qui a été proposé par Arthur Segar dans Bizarroid il y a quelques temps, qui est très intéressant et qui est un peu la même forme en fait. Laurie Anderson, la musicienne américaine, l'artiste un peu polyvalente, et là aussi c'est intéressant parce que je vois vraiment une parenté avec Charlotte Robertson, donc cette figure de la scène New Wave qui a touché un peu à tout, même à du jeu vidéo si je dis pas de bêtises, et Ok. qui a fait aussi un film qui s'appelle donc Heart of a Dog, le cœur d'un chien, sur son chien. C'est un hommage à son chien qui est mort. C'est un prétexte aussi à un journal intime sur le processus de deuil et une sorte de travail d'archive sur la période qu'elle a traversée en même temps qu'elle a eu ce chien, quoi, sur les 10 ans, 12 ans où elle a eu ce chien. Et ça rappelle vraiment ça parce que on a aussi des images. Alors là, on est plutôt dans les années 2000 quand elle fait ça, donc on est plutôt sur à mon avis, de la caméra DV, mini DV. Mais c'est pareil, t'as pas le son directement des images ou à peut-être quelques rares moments. Et ce que t'as surtout, c'est sa voix qui raconte l'histoire avec quelque chose de très poétique et des chansons qu'elle a écrites spécialement pour le film. Je me dis, tiens, est-ce que Laurie Anderson connaissait ce projet de Anne-Charlotte Robertson? C'est assez probable, je pense, parce que voilà, on est un peu dans la même famille artistique et ça se ressemble beaucoup. Je t'invite à voir Art of a Dog, qui est un long métrage, hein, qui a la forme d'un long métrage, mais qui me rappelle beaucoup ce travail-là. Oui, quand tu disais ça dépasse le simple travail personnel, la simple œuvre personnelle, c'est vrai que ça t'invite presque, toi, à faire ton journal intime d'une certaine façon. Tu sais, c'est un peu comme le principe de Sophie Calle et ses lettres d'amour. J'expose mes lettres d'amour, essayer de les reproduire aussi. Partageons ça, et elle en fait une grande expérience collective qui peut être même transmédia. Et t'as un peu cette même impression, sauf qu'on n'est pas sur de la littérature, de l'écrit, mais sur de la vidéo, sur une installation vidéo, on va dire. Et puis aussi, il y a quelque chose, moi, au début du film, dans l'écran titre qui se répète, dans la façon de filmer certains objets du quotidien. Il y a presque aussi un geste pop art, je trouve, dans cette œuvre-là. T'as aussi, quand même, à certains moments, je capture des formes sur ce qui est notre environnement quotidien. Le titre se répète, c'est comme les reproductions, les répétitions du pop art, tu vois. Donc il y a aussi cette parenté-là, je trouve, esthétique. À certains moments dans le film, on peut le rapprocher d'un travail de pop art, en fait. De Ouais, collage, tu vois. Aussi encore de trucs bricolés et assemblés. C'est de la vidéo, mais ça doit aussi te faire penser à d'autres choses, à un dessin par-ci, à une photo, à un assemblage un peu patchwork. ouais, j'avais pas fait le rapprochement avec le pop art et c'est plutôt intéressant. Ça peut être une manière de le voir. Mais oui, clairement, c'est du cinéma, ce qu'on appellera du cinéma DIY. Donc c'est vraiment une invitation, enfin une invitation, genre, je sais pas si c'était sa volonté, mais en tout cas, il y a une dimension très clairement de tout le monde peut le faire. Même si, encore une fois, je trouve quand même qu'elle a un certain talent dans le montage, Oui. dans la narration, etc. Donc c'est plutôt dans la forme de se dire que tout le monde peut s'emparer d'une caméra et le faire. Par contre, elle a vraiment l'idée, moi je trouve, de cette double voix qui communique pas en plus, hein, qui est vraiment dans un espèce de monologue séparé. Je suis en train, moi, de commencer à le traduire parce que ça sera le prochain film qu'on va mettre. En fait, ça devait être le premier sur la plateforme et du coup, ça sera le prochain. C'est pas évident. Ah oui. Il faut y aller, en fait, monologue par monologue, c'est-à-dire la voix de droite et la voix de gauche. C'est quelque chose, mais c'est là où on se rend compte aussi vraiment de la dimension poétique de ce qu'elle raconte. Je sais pas à quel point ça a été écrit, à quel point, mais en même temps, de ce qu'on entend, c'est difficile à écrire, ou alors elle est vraiment de très très bonne actrice et on sent que c'est vraiment quelque chose de vécu, en fait. C'est Mm. vraiment une vérité, en fait, qui sort de tout ça. Ouais, il y a du collage, il y a de tout. Et moi, je trouve que c'est un formidable travail aussi sur la mémoire et sur se percevoir, se montrer, et notamment montrer aussi ce qu'on ne veut pas voir. Je veux dire, il y a toute la séquence où elle va fouiller dans ses poubelles. Bah, c'est clairement un épisode, d'autant plus en tant que femme, qui est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Vers la fin, elle dit tout ça sera consigné, tout ça sera conservé pour le grand amour de ma vie. Quand j'aurai un grand amour, elle se parle à elle-même, mais aussi elle parle à un amour potentiel auquel elle veut montrer toutes les facettes d'elle-même, même les pires d'une certaine façon, même les plus honteuses, même les plus effrayantes. Quand on est le proche de quelqu'un qui se met dans ces états-là, ça peut vraiment être très perturbant à regarder. Et elle veut montrer ça, elle veut faire un travail total sur elle-même, une espèce de vision absolument panoramique sur ce qu'elle est, sur toutes les facettes de sa personnalité, et les consigner pour un amour potentiel qui, elle, si c'est vraiment son amour suprême, quoi, son grand amour, sera prêt à affronter ça, elle l'aimera complètement et comprendra complètement sa personnalité, si tant est que t'arrives à dégager une personnalité cohérente, en tout cas justement tout le côté un peu versatile et le côté un peu complexe d'une personnalité qui passe par plusieurs humeurs. Et comme tu l'as dit, oui, là quand on le dit, on a l'impression que c'est un travail très brut, ce matériel, ce matériau vidéo et ce qu'elle en a fait, mais en réalité, comme tu le dis, c'est très travaillé avec une voix par-dessus, peut-être écrite d'une certaine façon. En tout cas, il y a un côté un peu écriture automatique, il y a un côté un peu poème, Ouais. presque à certains moments, un peu Antonin Artaud, qui
parle jusqu'à réussir à cracher quelque chose d'un peu authentique et d'un peu fou et d'un peu flamboyant dans les images qui vont se percuter dans sa tête, arriver à ce qu'en découle quelque chose d'intéressant. Puis dans le montage, voilà, l'image est travaillée. Moi, j'aime beaucoup la séquence, tu sais, où elle se cogne d'un mur à l'autre dans son couloir. Il y a des timelapses aussi, on l'a pas dit, des séquences accélérées. Et là, voilà, on a un corps comme ça qui s'entrechoque entre deux murs de son couloir. Et je trouve que c'est vraiment la symbolique aussi de sa dépression et presque de manière méta de l'image dans laquelle elle s'est enfermée. C'est aussi le film dans lequel je suis enfermé. Je vais aller jusqu'au bout, je vais l'assumer. Mais je me suis aussi enfermé dans une boîte, dans un cadre dans lequel je me cogne dans tous les sens. Je trouve cette image très forte et très bien pensée, tu vois. Il y a un vrai sens du montage et je pense qu'en fait, il y a surtout un sens de, on pourrait dire, de la poésie de l'ordinaire. C'est vraiment montrer le quotidien qui est pour elle un quotidien banal. C'est faire à manger, c'est jeter ses poubelles, c'est aller se promener en ville et en fait, tout devient d'un coup presque épique en fait. Tout peut devenir signifiant, sursignifiant d'une certaine façon, et tout peut passer effectivement dans la même image en fait de la poésie, d'une sorte de beauté comme ça fugace à quelque chose au contraire d'assez cauchemardesque, en tout cas de très déprimant dans la même minute, selon ton niveau de conscience en fait sur toi-même et sur le monde qui t'entoure. Comme si tous les niveaux de conscience différentes qu'elle avait étaient tout le temps allumés en même temps, alors qu'il y a certains moments où tu fais abstraction de certaines choses, il y a d'autres moments où tu es dans des grandes phases introspectives. Elle, on a l'impression, et c'est ce que veulent te dire à mon avis les voix qui parlent en même temps, que tout est tout le temps allumé en même temps, comme si elle avait 1000 yeux, comme si elle avait une mémoire décuplée et fragmentée en plein de bouts différents, une conscience du temps, et les timelapses c'est aussi ça, le présent mais aussi le passé qui me lâche pas, aussi un futur que j'ai du mal à voir, et tout s'entrechoque en même temps, quoi, tout se télescope en même temps. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de frénétique et de surabondant qu'un esprit humain a du mal à affronter. Oui, frénétique, c'est le mot. Je pense que Ouais. c'est vraiment le mot qui le caractérise, en tout cas, le film. Juste, donc t'as pas pu voir des images des autres réels, à voir à peu près ce que c'était, Un petit à quoi peu, mais ressemblaient les autres? c'est la même forme. Ouais. C'est plus ou moins la même forme. Après, j'en ai vu quelques-uns, quelques images, mais pareil, vu que bah il y a que celui-ci qui est mis en avant. Ça y ressemble, mais c'est à chaque fois en fait des ruminations, voilà, internes et ce même procédé. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans un travail comme ça au long cours, de se Ouais. demander comment la personne évolue, comment son projet évolue aussi, ce qu'elle pensait faire au début va peut-être évoluer avec le temps, voilà. Si je prends le temps de rester sur le même projet, comment le projet va évoluer? Est-ce que je peux encore l'assumer? Alors comme tu l'as dit, il y a eu peut-être des bobines de censurées par Anne-Charlotte Robertson elle-même. Quelle est la vie d'un projet, la vie organique d'un projet? Comment il se délite? Comment il se dégrade? Comment il évolue? Comment évolue aussi une pensée? Une problématique d'une dépression à un moment donné, elle fait un travail là-dessus. Et qu'est-ce que ça veut dire de continuer à filmer plusieurs années après? La contradiction aussi, là encore, spatio-temporelle du projet. Moi, je serais intéressé peut-être pas d'affronter s'il y a Oui. 40 heures en tout, ça fait beaucoup, mais en tout cas, de voir certains segments à différents moments. Et notamment les derniers surtout, parce que je crois que malheureusement sa maladie va pas s'améliorer parce que elle a vécu d'autres épisodes un peu traumatiques durant sa vie, je crois, hein, parce que du coup, là c'est que des suppositions, mais c'est ce que j'ai lu. Comme tu dis, tu vois comment le projet évolue, et puis aussi tu vois comment la personne évolue, et c'est ça qui est fascinant en fait avec ce genre de projet. Smells like mother's crazy sister Kate. Oh, you think so? Yeah, I do. It smells so good. She couldn't have been that crazy. I don't think so. Oh, you don't think so, huh? No. Well, she put her poodle one time in a microwave oven. To eat it? Yeah, to eat it? Oh, no. No, 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 silly. To dry it. No. But it exploded. And they were both found dead. She must have been Out of her head. On termine avec Possibly in Michigan de Cecilia Condit, réalisé en 1983. Donc voilà, on est resté sur une période assez resserrée entre 81 pour Enyab et 82 pour Five Years Diary et 83 pour celui-ci. Donc là, on est sur un court-métrage, un assez court-métrage, hein, même 12 minutes. Est-ce que tu pourrais nous faire un pitch de ce court-métrage? Ouais, en plus c'est mon petit chouchou. Alors celui-ci, on reste sur du musical et de l'horreur parce que là on est sur une sorte de conte musical et horrifique qui suit deux femmes, donc Janice et Sharon, qui sont dans un centre commercial et qui aiment le parfum et la violence et qui sont poursuivies par un cannibale du nom de
Arthur. Voilà, tout ça en 12 minutes. Oui, vaste programme pour effectivement cette durée. Alors, faut dire qu'il est disponible justement sur votre site, sur Fluid Frames, si vous voulez le voir. Moi, j'ai pris un vrai plaisir à le voir, ce film. Je trouve que c'est vraiment un objet totalement barré. Où là aussi, alors là, on parlait d'émotions contradictoires pour les deux précédents films dont on a parlé. Alors là aussi, à la fois t'as envie de te marrer, à la fois t'as envie d'avoir un regard sidéré, et en même temps, tu vois quand même la gravité, la thématique derrière une sorte d'homme prédateur en fait derrière cette histoire. Donc c'est vraiment un condensé de choses très étranges. Je sais pas si je commence par parler de ce à quoi m'a fait penser le film, de ma vision de spectateur de 2026, mais j'encourage nos auditeurs et nos auditrices à aller le voir, surtout si vous êtes intéressés par les lost media, par toute cette mode qu'il y a aujourd'hui sur internet d'objets filmiques non identifiés, comme on dit, d'OVNI, de bandes perdues qu'on récupère, voilà, de found footage, de choses comme ça. Ça fait vraiment penser à ça parce qu'il y a cette qualité VHS début 80, un petit peu corrompue par le temps avec les couleurs baveuses. Donc déjà l'esthétique 80, elle est vachement fétichisée par notre époque. Donc là, voilà, c'est de l'authentique années 80. En plus, ça se passe dans un mall, dans un centre commercial américain. Enfin, vraiment les décors typiques de l'époque. Et puis voilà, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a même fait penser dernièrement à des trucs que j'ai découverts sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je crois. Je sais pas si tu connais Molly Moon et Evilika. Ce sont deux artistes féminines donc, qui font des stories horrifiques, des publications horrifiques sur leur profil, en imitant le côté FMV, le côté full motion vidéo, tu sais, des jeux point and click du milieu des années 90. C'est vraiment inquiétant, c'est vraiment étrange, c'est amusant aussi parce que voilà, c'est aussi le plaisir de reprendre une forme, de faire ce travail un peu postmoderne, mais il y a côté vraiment inquiétant. Evilika, c'est une jeune femme qui passe la nuit chez sa grand-mère. Déjà, la tronche de la grand-mère est très inquiétante. Est-ce que je me dirige vers le frigo pour me faire un sandwich? Et toutes les actions, ça baigne dans une atmosphère vraiment glauque et en même temps, voilà, il y a quelque chose qui peut aussi te faire marrer parce qu'il y a parfois une outrance, il y a parfois voilà un décalage. Là aussi, je trouve qu'il y a une parenté presque avec ce genre de court-métrage. Je sais pas si ces deux créatrices de contenu ont vu ce court-métrage-là, mais je pense qu'elles ont des images semblables à ça dans leur tête quand elles créent leurs propres œuvres horrifiques avec des formes très intéressantes qu'on peut faire aujourd'hui. Là aussi, pour pas cher, voilà, il suffit simplement de filmer des plans fixes et puis de faire un habillage par-dessus rétro, années 80, 90, voire un hommage aux années 2000 si on est aussi dans cette esthétique-là. Donc j'invite les auditeurs et les auditrices qui aiment ces tendances-là, ce qu'on appelle aussi le dreamcore, le weirdcore, toutes ces tendances qu'on trouve sur les réseaux, je pense qu'ils comprendront le délire de Possibly in Machine Gun. Ouais, complètement. En fait, ce qui est hyper étonnant avec ce film, c'est que donc il est tourné dans les années 80 et il préfigure en fait, moi je trouve plutôt même tout ce mouvement de l'horreur analogue. Donc tout ce qu'on a, par exemple, alors, je trouve les backrooms déjà rien qu'avec l'immense centre commercial, tout l'aspect effectivement comme tu le disais VHS un peu dégueu et en même temps ces images qui sont très cryptiques quand tu les vois complètement hors contexte. Il y a quand même un truc assez rigolo avec ce film, c'est que la première fois où il a été découvert ou en tout cas redécouvert par internet, c'était sur Reddit en 2015 et notamment sur les forums de creepypasta. Et je sais pas si tu traînais sur TikTok autour de 2022, mais en fait, une des musiques du film, notamment celle où elles sont en train d'essayer du parfum, c'est devenu un son viral sur TikTok et notamment pour tout ce qui était vidéo horrifique. Et en fait, le film, alors il y a eu tout et n'importe quoi comme on connaît internet qui voit un truc qui ne comprend pas. Ce qui est hyper rigolo, c'est que alors le film est hanté, enfin voilà, il y a vraiment un truc comme tu disais de alors, il y a des gens qui pensent que c'est un lost media, que c'est un film qui a été perdu alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, le film, il y a même un générique à la fin. Enfin, c'est un peu absurde. Et puis, en fait, le film a été tellement re-upload par les internautes au cours du temps que le distributeur a totalement lâché l'affaire et a dit tant pis, on le laisse parce qu'en fait, ils arrêtaient pas de le signaler pour qu'il soit retiré. Et en fait, le film a été tellement populaire à un moment donné sur TikTok que bah, ils ont jamais réussi. Et maintenant, Cecilia Condit, elle a mis en fait tous ses films en accès libre sur sa propre chaîne YouTube et son cinéma, je le trouve absolument génial. Le film, donc Possibly in Michigan, c'est peut-être celui qui est le plus... Enfin, quoique non. J'allais dire, c'est celui qui a une tendance un peu plus horrifique, mais c'est pas vrai. Parce que le film qu'elle a fait avant, qui s'appelle Beneath the Skin, qui était tourné en 81, clairement, il a la même dimension très étrange, presque fantastique, et en même temps, Beneath the Skin est très ancré dans le réel, parce que c'est un film où elle va donc suivre le personnage de Jill Sands, qui est donc l'actrice qui joue, je sais plus si c'est Janice ou Sharon dans Possibly in Michigan, mais en tout cas, il y a une sorte de trilogie autour de cette actrice. Fausse trilogie parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre les films. Et Beneath the Skin, en fait, est beaucoup plus ancrée dans la réalité parce qu'elle filme donc Jill Sands comme
comme une sorte d'alter ego d'elle-même qui raconte en fait son angoisse d'avoir été avec un compagnon à elle. Par le passé, s'est révélé être un tueur, donc un tueur assez célèbre, malheureusement, qui a commis un féminicide sur son ex-compagne et qui s'appelait donc le tueur à la licorne parce que son nom c'était Ira Einhorn, pardon, en allemand. Donc ça c'est une histoire vraie et on le voit, hein, ça va hanter Possibly in Michigan, ça va hanter Beneath the Skin, c'est quelque chose qui est vraiment très présent, la question du féminicide et des violences conjugales. Et c'est pour ça que toute l'œuvre de Cecilia Candide est vraiment très imprégnée par des thématiques féministes. Et je trouve que Possibly in Michigan, c'est un film qui est à la fois un peu drôle, un peu étrange, qui met très mal à l'aise et en même temps qui à un moment donné bascule vers quelque chose d'une violence qui est vraiment très réelle, qui est celle à un moment donné où Arthur le cannibale, qui a revêtu plein de masques, qui est d'ailleurs joué par Cecilia Candide elle-même, donc c'est assez marrant, qui retrouve l'une des deux femmes et qui commence à la frapper. Et c'est vrai que en fait la violence, ou en tout cas l'étrangeté du film devient d'un coup très concrète. Et en même temps, enfin moi je trouve sa fin très jouissif parce que c'est clairement une histoire de revanche et d'inversion en fait des dominants et des dominés, parce que c'est deux femmes qui sont très clairement de lesbiennes, parce que qui fume à poil avec sa copine après avoir mangé un mec qui est venu les emmerder. Bon, je considère que ce sont deux lesbiennes, mais c'est un film qui est assez jouissif parce que le film met littéralement l'homme à la poubelle, quoi. Enfin, c'est vraiment une critique de la violence patriarcale, le all-men, de la manière la plus littérale possible. Et c'est très très drôle. Enfin, je trouve que le film est à la fois inquiétant, drôle, étrange. On sait pas si on est mal à l'aise. On sait pas trop comment on se sent, je trouve, devant ce film. Ouais. C'est une aventure en soi. Dans un premier temps, tu ris des décalages du film. Par exemple, la façon dont elle parle, qui est très fausse. Tu sais, quand elles sont en train d'essayer les parfums, elle parle presque en chantonnant. Il y a un phrasé très très étrange. On sait pas si elle se croit dans une publicité pour un parfum. Il y a quelque chose de très dissonant dans les voix. Donc au début, tu ris de cet assemblage de choses étranges. Comme David Lynch compose un monde hétéroclite avec différents éléments comme ça. Et d'abord, tu profites de ça. Tu es dans la découverte de cette étrangeté. Et puis, dans un deuxième temps, quand tu réfléchis à ces dissonances, c'est là que tu te rends compte de tout l'intérêt du film. Par exemple, le fait qu'elles parlent faux, c'est aussi parce qu'elles sont obligées de garder un masque social. Ces deux femmes, tout va bien, on va dans un centre commercial, on achète du parfum, on doit rester des jeunes femmes charmantes qui prennent soin d'elles et qui ont des préoccupations un peu futiles du point de vue, bien évidemment, d'une société patriarcale, hein, j'entends. Et derrière, bah non, elles sont hantées, elles sont préoccupées par ce prédateur. Cet homme est toujours là, il y a toujours ce trauma qui est là, il y a toujours cette peur que le mec revienne, voilà, il y a cette hantise. Au début, tu te marres en les entendant parler comme ça, et après, tu dis, ah oui, mais d'accord, mais c'est parce qu'il y a un malaise, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est dissimulé derrière ça, il y a quelque chose qui parasite ma vision du film, et c'est là que ça devient génial, en fait. On passe de quelque chose, effectivement, qui pourrait être, parce que notre époque fétichise un peu cette image, et on est toujours à la recherche de récits horrifiques, et même s'il y a des choses qui sont parfois très perturbantes, c'est aussi un plaisir de divertissement. Et donc, il y a à la fois ce côté-là, comme si Cecilia Candide était déjà consciente de comment on allait profiter du film 45 ans plus tard. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tu dis, bah non, c'est pas un lost media, mais c'est comme si elle avait voulu nous faire croire ça. C'est ça qui est dingue. C'est comme si c'était une capsule temporelle. Ils vont déterrer ça, ils vont se régaler. Alors que non, en fait, à mon avis, elle était dans un autre mood. Elle était simplement en train de créer quelque chose. Là encore, très do it yourself. À la fois, on profite donc justement de cette forme-là. Et puis d'un autre côté, ce qui est encore plus fort, c'est que l'image, la forme nous parle, mais le fond autour des féminicides, c'est encore plus d'actualité que ça l'était dans les années 80. Donc c'est aussi quelque chose qui parle à notre génération, aux spectateurs, aux spectatrices. Et donc c'est ça qui est doublement surprenant dans cette œuvre. Elle fait doublement mouche. Elle fait mouche sur le fond et sur la forme, on peut dire. Plus de 40 ans après sa création. Ouais, et puis son œuvre, elle est vraiment cohérente en termes d'esthétique. Elle a vraiment un univers très particulier qui est, alors elle le dit elle-même, qui est très inspiré du conte. Et de toute façon, on le voit dans le film, hein, il y a un moment donné, l'homme devient la figure en fait du grand méchant loup directement. Le côté conte aussi, c'est vrai, le récit qu'on nous raconte, auquel on est censé croire quand on est enfant, et les rôles qu'on est censé garder quand on est adulte, et tout ça c'est un conte, et il faut gratter derrière, et derrière c'est absolument horrible, comme les contes sont généralement horribles, quoi, tu vois. C'est un peu vraiment faire une grande passerelle, mais je trouve que le côté chanté, qui est à la fois parler, chanter, moi ça me fait beaucoup aussi à Jacques Demy et Oui. 20 ans plus tard. Odane, des choses comme Ouais, ça, voilà, ce truc très enchanteur, très enfantin et en même temps très noir, très sombre, très difficile, comme tu le disais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la réception de l'œuvre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le film est toujours très actuel et toujours très moderne. Il avait été diffusé sur CBN, je crois que c'est dans les années 90, et ça avait fait un peu scandale, alors petit scandale, hein, parce que le film avait été qualifié, je cite, d'antifamille, de gay, et parlant de la réalisatrice qui haït les hommes. Donc c'est assez explicite sur la manière dont
dont le film a été reçu. C'est quand même un objet très, très particulier et elle est aussi très cohérente dans toute sa filmographie. C'est quelqu'un qui tourne encore. Je crois que son dernier film, c'était en 2021. Il me semble qu'elle a encore un autre projet là actuellement de court-métrage. Et tous ces courts-métrages, vraiment, j'invite tout le monde à aller les regarder parce que cette ambiance cauchemardesque, elle est très présente sur ses premiers films. Et en fait, au fur et à mesure, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intime et de l'émotion qui va apparaître dans ses films. Elle a notamment filmé sa mère, qui était mourante et qui était vraiment sur son lit de mort. Et c'est un film que je trouve très très beau parce qu'elle montre vraiment la vieillesse, un peu comme le Five Year Diary, d'une manière dont on n'a pas l'habitude en fait, parce que c'est les rides, c'est les mains qui sont vraiment creusées. C'est vraiment un film qui est très très beau. Donc elle a fait que des courts-métrages, je crois pas qu'elle ait fait de long-métrage. Pareil, un autre qui s'appelait We Were Hardly More Than Children, qu'elle a fait, je crois que c'était en 2019. Et c'est un film que je trouve très émouvant et très très beau, où elle mêle cette esthétique un peu enchantée, un peu cauchemardesque, un peu étrange, au récit en fait de son amie de fac, il me semble, qui a avorté clandestinement. Et elle raconte en fait cet avortement à travers en fait les images de son amie et en même temps de son propre récit à elle, qui était témoin de cet avortement qui s'est terminé à l'hôpital. Et c'est un film qui garde en fait cette esthétique. Alors là, on n'est plus du tout dans la VHS, hein, parce que là, elle est passée du coup au numérique hein, avec le temps. Mais on a vraiment cet univers très enchanté. C'est un cinéma qui est très féministe, je pense, dans ses thématiques. C'est une cinéaste vraiment que je trouve très très intéressante, très contemporaine et surtout Possible in Michigan. C'est un film vraiment pareil, on ne sait pas comment se sentir devant ce film. How do I meet the strangest men? They always seem to find me. Remember that time way back when I kissed a guy who ate his women friends? Now only dogs will follow me. Is he following? I bite at the hand that feeds me, slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal made impressions on me. Have we met before? Possibly in Michigan, in some strange department store.